Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission Ma part de vérité. La marche du Bénin se fait depuis bientôt 2 ans maintenant avec un nouvel homme à la tête du pays. Patrice Talon imprime au peuple béninois la marque de la rupture d'avec les mauvaises habitudes qui compromettent le vrai développement du Bénin. Réforme annoncée et réforme entreprise, mais tout n'est pas forcément du goût de tous. La marche du Bénin, Patrice Talon l'amène avec ceux qui comprennent et ceux qui voudraient quand même que ce Bénin ait un réel développement. Et je vous dis, la marque du Bénin, c'est le thème de cette émission. Wilfried Léandre Ngwedji nous aidera à mieux comprendre cette marche du Bénin avec Patrice Talon. Wilfried Léandre Ngwedji est directeur de la communication à la présidence de la République. Wilfried Léandre Ngwedji, bonjour. Bonjour Darius, bonjour à tout le monde. Merci de répondre à notre invitation. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut aller vous choper comme ça, mais une fois qu'on a la chance de vous mettre la main dessus, je crois que nous allons profiter de cette occasion et faire un tour complet de l'actualité. Vous allez nous expliquer ce que c'est que la marche du Bénin et comment elle se mène avec Patrice Talon. Vous qui êtes au niveau donc de la communication de la présidence de la République. Wilfried Léandre Ngwedji, plusieurs réformes sont annoncées par le chef de l'État. Elles sont engagées. Elles ne sont pas forcément du goût de tout le monde. Du coup, eh bien, malcompréhension, marche par-ci par-là, récrimination et bien d'autres choses s'observent. Dans le même temps, il y a bien des Béninois qui comprennent la chose, qui comprennent que, eh bien, c'est un pas vers le développement qui se mène. Nous allons d'abord parler du deuxième gouvernement du président Patrice Talon. Le premier a fait ses preuves. Le président, il y a quelques jours, je vais dire, a rendu public ce gouvernement. La formation, comment vous trouvez cette nouvelle équipe de gouvernement du président Patrice Talon? Je vous remercie à nouveau pour l'invitation et pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir expliquer à nos compatriotes un certain nombre d'actions qui se mènent. Vous avez évoqué les réformes. Réformes promises, réformes engagées, avez-vous dit. Vous avez souligné aussi les malcompréhensions que suscitent parfois certaines de ces réformes. Là-dessus, j'ai envie de vous dire, en citant un célèbre auteur, c'est La Rochefoucauld, qui enseigne que même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. À titre personnel, j'ai l'habitude d'ajouter, y compris a fortiori, ce que l'on n'a pas souhaité. Les changements annoncés par le président de la République, pour l'essentiel, ont commencé à être mis en œuvre ou l'ont déjà été entièrement. Et puis, cela suscite incompréhension ou même opposition parce que simplement, on a peur du devenir. Vous devez savoir que c'est une tendance humaine, presque naturelle, de chercher à se complaire dans l'existant et à s'en satisfaire, quand bien même l'inconnu qui vient est de nature à nous apporter plus et mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Et donc, il faut inscrire sous ce registre-là la plupart des oppositions quand elles ne sont pas nourries par d'autres raisons qu'on pourrait peut-être au cours des débats entrevoir. Et pour en revenir à la question sur le nouveau gouvernement, oui, effectivement, le premier a vécu. Le deuxième du président Talon. En effet, le premier a vécu et puis le deuxième a commencé depuis quelques jours seulement. Il ne vous aura pas échappé, en observant bien, qu'il y a comme une épine dorsale qui est maintenue. La matrice de l'équipe première est restée. Cela semble indiquer que le chef de l'État, qui a une vision précise de l'objectif à atteindre et qui a choisi en conséquence les hommes et les femmes pour faire le chemin avec lui, sait qu'il n'a pas à l'heure actuelle à chambouler toute son équipe. Et donc, il maintient les pièces maîtresses et il fait en même temps des réaménagements parce qu'il faut tenir compte aussi de la dynamique politique qui soutient son action. Et vous aurez observé donc que les grands groupes politiques
qui soutiennent l'action du président de la République ont été introduits, ces grands groupes-là, dans l'équipe gouvernementale. En dehors de ça, il faut noter aussi, il y avait déjà une bonne part de jeunes dans le premier gouvernement. Le deuxième en comporte davantage. Et vous aurez relevé d'ailleurs que la Benjamine tourne autour de 34. Elle est suffisamment jeune. Hein? Suffisamment jeune. On a connu des ministres jeunes certainement dans le visage et dans l'âge, mais pas jeunes dans l'action, pas jeunes dans la tête. Je suis de votre avis, parce que de toutes les façons, si elle a été choisie pour servir aux côtés du président de la République, Patrice Talon, c'est forcément parce qu'elle en a et qu'elle a dû faire ses preuves. Et donc, on peut saluer cela. Et je note d'ailleurs que, à la satisfaction générale, cela a été relevé. Et puis, vous observerez qu'on a créé de nouveaux départements ministériels. On en a éclaté d'autres, en même temps qu'on a élargi d'autres. Mais sur le champ des nouveaux départements ministériels, vous avez le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Vous avez le ministère désormais en charge de l'eau et des mines, spécifiquement. Et vous avez un ministère chargé des petites et moyennes entreprises, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Vous avez le ministère désormais en charge de l'eau et des mines, spécifiquement. Et vous avez un ministère chargé des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi. Ce dernier ministère dirigé par quelqu'un qui a fait ses preuves aussi. Absolument, absolument. D'ailleurs, pour lui, c'est une belle transition que son passage au FNPEJ. Ces trois ministères ont vocation à ancrer davantage l'action sociale du gouvernement auprès de l'opinion et pour impacter plus encore la vie de nos compatriotes. Parce que vous aurez observé que pendant les 18 premiers mois, il y a eu souvent le reproche que le gouvernement ne fait pas assez de social, même si à la vérité ce n'est pas vrai. Mais il fallait, me semble-t-il, de la part du chef de l'État, donner maintenant un gage probant à ses compatriotes de ce que les questions sociales sont effectivement prises en compte par le gouvernement. Parce que s'il ne faut trancher qu'à partir de ce que l'on voit, ceux qui disaient ça avaient beau jeu de dire, mais dans les définitions ou l'énumération des ministères, il ne transparaissait vraiment nulle part pratiquement cette vocation sociale du gouvernement. Vous aviez le grand ministère dirigé par Mme Adija Toumatis qui comportait bien de ces aspects-là, le ministère dirigé alors par M. Lazare Sekouitor, mais il a semblé utile maintenant au président de la République de marquer ce champ-là pour que l'opinion sache que non seulement le social était présent, mais qu'il va l'être davantage dans les prochains mois, les prochaines années. Alors, Wilfried Mombedji, quand les gens ou certains Béninois estiment qu'il n'y avait pas suffisamment de social dans ce gouvernement ou avec le président Patrice Talon, n'est-ce pas à cause des habitudes passées? Quand je prends par exemple, et je sais que c'est un fondement de cette analyse de certaines personnes, quand je prends par exemple l'aspect déguerpissement, juste après lequel le président n'a pas ordonné qu'on sorte de l'argent pour partager aux personnes qu'on a déguerpies, ainsi de suite, pour les reloger, n'est-ce pas, sur ces pans-là, étant déjà une habitude que les gens se fondaient pour parler? Vous avez raison d'évoquer les habitudes passées. Certaines voix plus autorisées que la mienne ont eu l'occasion déjà de développer et de donner quelques indicateurs pour montrer la différence entre ce qu'il se fait aujourd'hui et ce qu'il se faisait. Et quand on a parlé de social, ici, nous avons coutume de dire que le président Talon a décidé de faire du social structurel, du social qui impacte durablement la vie des populations. Personne ne l'avait obligé, alors candidat, à envisager d'instaurer l'Arche pour permettre aux compatriotes d'avoir la sécurité sociale, d'avoir les microcrédits, d'avoir la formation et même d'avoir l'assurance maladie. Et dans la perspective de l'assurance pour le renforcement du capital humain, il avait été envisagé au début de freiner sur le terrain des microcrédits, surtout eu égard aux informations parvenues au gouvernement quant à la façon dont tout cela avait été géré et qui apparemment n'était pas des plus optimales. Et puis, à un moment donné, entendant
la voix du peuple, les demandes, le président et son gouvernement ont autorisé que les microcrédits repartent et cela l'a été, vous l'avez tous constaté. En attendant, évidemment, l'avènement de l'Arche qui viendra pour donner une dimension beaucoup plus grande encore au social. Mais en attendant, vous savez, les plaintes et les complaintes qu'il y a sur ce volet-là tiennent aussi, et il faut se l'avouer, des pratiques, comme vous le disiez tout à l'heure, passées. Quand le gouvernement serre les vis là où il faut pour réaliser des économies substantielles et les injecter dans d'autres domaines, et je vais vous les citer, comment vous appelez ça? Nous avons longtemps parlé ici de la question, par exemple, des cantines scolaires. Les cantines scolaires, avant l'arrivée du président Talon, c'était à peu près 1 milliard de francs CFA par an, y compris les frais de fonctionnement. Depuis que le président a pris en main cette question, discuté avec les partenaires et a réformé le domaine, nous sommes passés du milliard à peu près 7 milliards l'an, non compris le fonctionnement. La différence se trouve où? La différence c'est qu'avant, avec le milliard, les jeunes écoliers de notre pays, des zones déshéritées notamment, avaient un repas assuré chaud pendant 20 jours, c'est-à-dire 1 mois sur l'année scolaire. Aujourd'hui, ils ont l'assurance que durant toute l'année, ils vont avoir à manger. C'est cela, le social. Vous avez, sur le plan de l'énergie, par exemple, et on en a parlé également assez, la question du délestage. Et vous n'imaginez pas ce que cela représentait de débours pour les populations de devoir faire face au délestage massif dont le gouvernement a hérité. Aujourd'hui, vous ne voyez plus partout dans les rues des groupes électrogènes allumés, des générateurs qui vrombissent la nuit, vous n'en voyez pas. Les vendeurs au bord de la voie, ceux qui sont dans le domaine de la réfrigération, peuvent vous le dire et témoigner aujourd'hui, parce qu'il est loin le temps où les produits qu'ils achetaient pouvaient, du fait du délestage et donc de l'indisponibilité de l'énergie, pourrir dans les réfrigérateurs, et c'était autant de manque à gagner pour ces personnes-là. Il faut le souligner. Quand nous avons pris le domaine, par exemple, des subventions aux écoles, vous savez que les années écoulées, on a décrété la gratuité de l'enseignement pour les filles et même à l'université, ce qui est une bonne chose, s'agissant des filles, une bonne chose. Mais la contrepartie que l'État devrait apporter au bon fonctionnement des écoles ne venait jamais, ne venait pas en totalité et venait en retard. Nous avons réformé cela aussi. En maintenant cette exonération de frais, l'État met en place et attend les subventions pour que les écoles puissent fonctionner normalement. À la veille de la rentrée 2017-2018, on peut quantifier tout ce qui a été fait, qui est du devoir de l'État, mais qui relève aussi de cet aspect social en termes de primes, de rentrée, subventions diverses. On peut quantifier tout cela à peu près 15 milliards de nos francs. Quand vous avez ces chiffres-là, est-ce que vous avez la possibilité de dire et d'affirmer encore que le gouvernement ne fait pas dans le social? Si vous répondez par l'affirmative, je vous dirais alors que vous êtes probablement, comme certains, nostalgiques des années où le coulage des ressources de l'État était organisé. Vous êtes nostalgique de la période où chaque week-end, un DG, un ministre devait organiser un meeting, une messe de remerciement à la gloire de celui qui l'a nommé et faire manger les gens. C'est vrai que tout cela a disparu. La population trouvait à manger. Tout cela a disparu aujourd'hui. La population trouvait à manger. Et quel type de manger et avec quels frais? D'ailleurs, un certain nombre de dossiers qui ont été révélés à l'occasion d'une démarche d'inspection, soit à l'initiative du gouvernement ou à l'initiative d'autres structures, ces dossiers permettent aujourd'hui de tirer la conclusion effectivement sur la façon dont le coulage de l'économie était organisé, la façon dont des vannes étaient
laissée ouverte pour que justement l'argent de l'État circule. Et les exemples peuvent être cités à l'infini sur ce plan-là. Nous allons revenir sur quelques un ou deux exemples dans l'évolution de cette émission. Je voudrais d'abord qu'on parle du gouvernement toujours. C'est la logique qui fonde la composition de cette équipe-là qui fait un peu réfléchir. Vous avez vu, il y a eu quelques commentaires. Ça continue d'ailleurs quand on prend par exemple le regroupement de certains axes, sport, culture, tourisme. Quand on prend par exemple le cas du ministre Pascal Irénée Koupaki, qui fait pour couler beaucoup d'encre de salive, un décret spécial et tout. D'aucuns disent d'ailleurs que sa photo ne figure même pas dans la photo d'ensemble. Quand on prend ces aspects-là, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'équipe de Patrice Talon? Il y a une guerre de leadership? Expliquez-nous un peu, Wilfried Amongbedu. Vous parlez du ministère de la Culture, du Tourisme et des Sports. Je ne sais pas quel est le problème que vous y voyez. Si vous avez été attentif à l'actualité, les 18 derniers mois ont dû vous donner l'occasion de voir que le ministre Oswald Omeki, par ailleurs des représentants de la jeunesse au sein de l'équipe gouvernementale, bien sûr, aura été un ministre très efficace. Engrangeant par ailleurs, on l'a vu au charbon, engrangeant par ailleurs d'importants succès. Vous observerez que notre sport, toutes disciplines confondues, que ce soit en individuel ou en collectif, a commencé à engranger des résultats. Cela ne relève pas du hasard. Comme il le disait lui-même au lancement du PAG, il voudrait que, à l'avenir, les résultats de nos équipes sportives ne relèvent plus du hasard. Mais c'est un travail, c'est une méthode qui génère ces résultats. Vous avez été heureux lorsque récemment nous avons joué contre le Gabon hors de nos terres et que nous avons fait un résultat intéressant. Heureux comme tout béninois. Ces choses-là montrent que il y a la manifestation d'une méthode imprimée par le chef de l'État et au niveau sectoriel par le ministre qui donne ces résultats. Alors, ne fallait-il pas lui laisser son domaine des sports? Est-ce qu'il fallait maintenant lui ajouter et la culture et le tourisme? Ah, mais pourquoi voulez-vous que celui qui fait bien et qui satisfait les attentes du chef de l'État, le chef de l'État n'ait pas envie de lui en demander plus? Et justement, ça c'est la démarche du président Talon, qui considère, j'aimerais citer cette phrase, il est un homme censé en vaut plusieurs. Et pour lui, on peut faire des économies tant qu'une personne peut faire plusieurs choses à la fois. Mais qui trop embrasse? Oui, qui trop embrasse peut mal étreindre. Mais ici, le secteur de la culture, du tourisme et de l'artisanat, qui était avec le ministre Serviteur pour parler du ministre Oswald Omeki, précisément culture et tourisme, avait sans doute besoin d'un nouveau leadership et le président a trouvé en la personne du ministre Oswald Omeki, malgré le fait qu'il s'occupe déjà du sport, les capacités de conduire aussi ce terrain-là, et je crois qu'il ne s'est pas trompé. C'est une marque de confiance. C'est une marque de confiance. C'est aussi le signe que l'efficacité est présente et que le président en veut davantage. La même chose vaut pour d'autres ministres. Mais si je vous dis ça, vous feriez la réflexion à contrario en disant, mais est-ce à dire que ceux dont on a amputé ou réformé les portefeuilles, eux, ils ne méritaient pas la confiance? Et je vous répondrai en vous renvoyant à la réponse que j'ai faite tout à l'heure sur la volonté de marquer le domaine social. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que la plupart des ministères qui ont subi cette amputation, c'était pour faire émerger davantage la question du volet social. Donc on les a désengagés juste pour leur permettre de mieux bondir. Très bien. Mais maintenant, parlez-moi de Pascal Irénée Koupaki. Alors, quelle est la préoccupation avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République? Est-il, oui ou non, membre du gouvernement de Patrice Talon? Dans une autre vie, j'ai eu la chance de faire un peu de droit. Il me semble que jusqu'à nouvel ordre, la composition du gouvernement requiert l'avis consultatif de l'Assemblée nationale. Évidemment. En l'espèce, à quoi avons-nous assisté? Le chef de l'État a pris un décret portant composition du gouvernement, laquelle composition a été soumise préalablement à l'Assemblée nationale
aux fins de recueillir son avis consultatif. Il y a eu un deuxième décret portant nomination du secrétaire général de la présidence de la République. Et ce décret, dans les visas, ne renseigne nullement sur l'avis consultatif de l'Assemblée. Ce qui veut dire que, formellement, et au plan du droit, le ministre d'État, Pascal Koupaki, n'est pas membre du gouvernement. Cependant, le chef de l'État, qui l'a nommé secrétaire général de la présidence de la République, a cru devoir l'élever au rang de ministre d'État. Ceci pourquoi? Sans doute pour tenir compte de son parcours, de son passé, mais aussi des responsabilités qu'il lui confie. Parce qu'il parle au nom du chef de l'État, il porte son message, et je crois qu'il a voulu lui donner cette autorité-là pour que les missions qu'il lui confie, il puisse bénéficier en retour de la part de ses interlocuteurs, de la confiance, de la considération et du respect qu'il faut pour conduire à bien ses missions. Alors pour Pascal Koupaki, véritablement, qu'est-ce qui aura changé entre le premier gouvernement et le deuxième? Dans le rôle qu'il joue, il a toujours été secrétaire général de la présidence. Il a toujours été ministre d'État. Le changement est simplement d'ordre formel. Parce qu'effectivement, vous verrez que dans les faits, rien n'a changé. Il assume les mêmes fonctions. Et déjà dans le premier gouvernement, il était un ministre sans portefeuille puisqu'il n'avait pas de sectoriel pur à gérer. Mais secrétaire général de la présidence de la République devait coordonner un certain nombre d'actions. Et dans les faits, cela n'a pas changé. Il reste simplement que, comme vous l'avez souligné, il n'est pas sur la liste du gouvernement. Mais il reste l'un des collaborateurs les plus proches du chef de l'État. On ne va pas alimenter la polémique plus longtemps. Vous avez parlé du social qui reste un défi, mais là compris de tous, à relever par la deuxième équipe de combat, je dirais, du président Patrice Talon. D'autres défis sont-ils là à relever? Moi, je crois que ce qu'il attend de cette équipe, et d'ailleurs il a répété à l'occasion du premier conseil des ministres, c'est qu'elle se mette au travail, sans perdre de temps, et avec dévouement, parce que, dit-il lui-même, nos compatriotes sont très exigeants. Et lui, il est bien pressé de voir que tous les grands chantiers annoncés se mettent en œuvre, que les résultats les plus marquants se fassent de plus en plus voir, et c'est tout le défi assigné à cette équipe gouvernementale. Oui, le défi est là pour l'équipe gouvernementale. Le président Patrice Talon a une logique. Il évolue dans son plan, on l'a vu, on le ressent à travers le PAG, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il est un peu difficile de comprendre la logique du président Patrice Talon, sa gouvernance, la forme qu'il veut imprimer pour ce décollage du Bénin? Est-ce que vous comprenez ça un peu? Je le comprends très bien. Et je suis sûr que vous le comprenez, mais vous posez la question pour que peut-être ceux qui ne le comprennent pas encore voient davantage. Votre question a un aspect subliminal. C'est-à-dire, mais au fond, qu'est-ce qu'il nous veut, ce président? Où nous mène-t-il? Pourquoi, comme son prédécesseur, ne le voit-on pas partout dans le pays pour finalement n'être nulle part? C'est vous qui décortiquez, c'est pas moi. Bien sûr, je comprends votre préoccupation et donc je décortique pour vous expliquer. Et j'ai le sentiment de vous, j'ai l'envie de vous renvoyer à une image. Nous sommes ici au siège de Golf TV, Golf FM, n'est-ce pas? Je ne vous arrête pas. Oui. Voyez-vous, il ne parle pas, il n'explique pas, il ne bouge pas comme on l'aurait souhaité. Mais voilà autant de questions. Alors, le bâtiment qui abrite votre organe de presse, il fait combien de niveaux? Vous m'envoyez dans un exercice qui n'est pas forcément le mien. Donc vous n'avez pas souvent été attentif. Je ne suis pas architecte. Vous n'avez pas... Non, on n'a pas besoin d'être architecte pour savoir si ça fait 4 ou 5 étages. C'est de ça que je veux parler. Et l'image, c'est quoi? Quand M. Soumanou a voulu faire construire ce bâtiment, lorsque l'architecte a fait le plan, et que les techniciens sont arrivés, vont lui dire, comme nous voulons faire un R+4 ou R+5, nous avons besoin de faire une fondation peut-être à 100 mètres sous sol. Si je devais faire, ou s'il devait faire R+1 ou R+2,
La fondation serait peut-être à 30 mètres. Je dis n'importe quoi. C'est ça, forcément. Mais pas la s'il même. voulait faire une simple villa, peut-être n'aurait-il eu besoin que d'aller 5 mètres sous terre, voire 2 mètres. Peut-être. En fonction des ambitions que vous avez, en fonction des objectifs que vous devez atteindre, la démarche varie. Et c'est ce que j'ai imagé quelque part en disant que celui qui veut bâtir haut creuse profond. Parce que si je veux faire 10 étages et que je creuse pour 2 étages, il est clair que chemin faisant, l'édifice va s'écrouler et j'aurais mis en péril la vie, la sécurité des personnes qui y vivent ou qui y vivent alentour. C'est sûr. Le président Talon, au regard de la dimension du PAG, a envie de bâtir un Bénin grand. Et pour le faire, il faut asseoir des fondations solides, poser les jalons sûrs du développement de notre pays. Et c'est ce qu'il expliquait à Paris récemment en disant, nous mettons parfois beaucoup d'argent dans les études et l'expertise. Pourquoi? Parce qu'on voudrait que l'État n'injecte plus ses ressources précieuses au pifomètre. Qu'en injectant de l'argent, on soit sûr que les résultats suivent et sont durables. Darius Ontonji, et vous êtes journaliste, je l'ai été. Avec les confrères, nous avons parfois été sur le terrain et nous avons vu des bâtiments datant d'avant les indépendances ou de juste après les indépendances et qui étaient encore plus solides que les bâtiments réalisés à la fin des années 80, dans les années 90, voire dans les années 2000. Pourquoi? La différence est là. Pourquoi quand vous allez en Europe, aux États-Unis, en Amérique, dans d'autres grands pays, vous voyez des bâtiments centenaires qui tiennent? Parce qu'ils auront été réalisés suivant les normes, après des études prospectives, des études sérieuses. C'est ce que le président... C'est une question de conviction. C'est ce que le président veut faire. Autrement, il vous l'a dit. Pour certains grands projets, l'argent est disponible. Mais si c'est seulement pour avoir la satisfaction d'être applaudi, d'être encensé, on pouvait injecter cet argent. Et puis il va finir son mandat, il va finir son office à la tête du pays, il va partir, et quelque temps après, tout cela tombe en ruine. Et vous allez recommencer, on va gaspiller de l'argent. Ici, il s'agit de bâtir durable, il s'agit de bâtir solide. Et donc, quand on fait réaliser des études, vous prenez par exemple les grands projets dans le domaine du tourisme, les grands projets dans le domaine du cadre de vie, les grands projets dans le domaine des infrastructures, des études conséquentes sont menées pour qu'une fois lancés, ces projets se déroulent au mieux. C'est ça, la méthode de la gouvernance Talon que vous cherchez à avoir. Et il n'est pas dans les médias justement pourquoi. Et je peux vous faire une confidence, et nos compatriotes méritent de savoir ça, c'est leur droit. Lorsque vous prenez l'agenda hebdomadaire du président de la République, vous relèverez les séances de travail autour des grands projets du gouvernement. Il en a peut-être par semaine une dizaine, voire une douzaine. 1 heure de temps, 30 minutes, 2 heures, en fonction des sujets, en fonction des interlocuteurs. Et ces séances regroupent qui souvent? En dehors du président lui-même, les principaux ministres concernés, leurs collaborateurs concernés au premier chef par les dossiers. Voilà à quoi il emploie sa journée. Et quand vous voyez ça, à côté vous avez peut-être 2 ou 3 audiences courant la semaine. C'est à ça que le chef de l'État emploie son temps et toujours ponctuel, avec la même rigueur, qui veut que les projets soient bien conçus, bien planifiés et bien menés. Et là-dessus, j'en aurais fini. Vous pouvez recevoir tous les spécialistes de la matière. Ils vous diront qu'un projet sérieux, pour être lancé à bon escient, nécessite en général 18 mois à 2 ans, donc 18 à 24 mois d'études pour être sûr qu'on l'a vraiment cerné et qu'une fois lancé, il sera conduit convenablement. Vous me dites que le président fait un travail de fou. Je peux donc vous rassurer qu'il n'a pas perdu le temps, le gouvernement n'a pas perdu le temps et nous sommes dimanche. Je vous dis que hier seulement, les nouveaux ministres
arrivés au gouvernement, ont bénéficié d'une séance au cours de laquelle le programme d'action du gouvernement leur a été présenté, notamment les axes qui concernent leur secteur. Chacun. Ah, bien sûr, bien sûr. Et donc, cela renseigne bien sur le fait que le président Talon, c'est un homme de méthode, c'est un homme de rigueur. Et oui, et là-dessus, on ne fait pas toujours des heureux, en tout cas pas dans l'immédiat. Il faut cependant tenir pour qu'à la fin, les résultats témoignent pour vous et que même ceux qui vous ont combattu ou qui ne vous avaient pas compris vous rendent le témoignage que vous avez été à la hauteur de votre mission. Alors, est-ce que c'est cette méthode qui fonde ce que j'avais dit au départ, cette volonté de rompre avec certaines pratiques du passé, d'imprimer un changement réel au Bénin? Mais c'est cela qui est en cours. Et vous qui désespérez tant de le voir dans les médias, et le moment viendra sans doute où il pourra s'exprimer ou apparaître, en tout cas plus que vous ne le voyez ici aujourd'hui. Nous-mêmes nous le souhaitons, mais nous sommes obligés de comprendre que la philosophie qu'il développe au service de l'État est telle qu'il ne peut pas passer son temps à se promener partout. Observez même sa récente tournée sous-régionale. Beaucoup ont désespéré, beaucoup ont même dit que notre pays était désormais ostracisé, et ça, je n'irai jamais jusqu'à le penser, pour l'amour du Bénin, même si il se fait, par exemple, que je n'ai pas du tout d'atome crochu avec celui qui est au pouvoir, je n'irai jamais jusqu'à proférer de tels mots contre mon pays. Le président, et c'est ce que j'ai compris d'après ses propres déclarations et ce qu'il a dit et fait pendant la tournée, avait en cœur de s'assurer que les grands projets du gouvernement étaient plus ou moins ficelés en termes d'études pour que après il puisse aller ici ou là. Et j'ai entendu à l'occasion, il y a même au moins le chef d'État ghanéen qui voulait arriver ici. C'est le président qui lui a dit non, pour le moment, vous venez pas. Je serai le premier à venir vers vous, après vous viendrez. Donc, comprenez que c'est un homme de méthode. C'est un homme qui ne se laisse pas émouvoir simplement par les premières contrariétés parce qu'il sait où il veut aller. Et il a redit, jeudi dernier, à l'occasion du premier conseil de ministres, il a dit même à certains, et c'est vrai, on peut témoigner, hein. Parfois ici, vous avez le sentiment que c'est une salle d'épreuve parce que même ceux qui me connaissaient depuis, quand on est ici, ils savent, c'est comme si on ne s'est jamais connu. Mais c'est ma façon de vous amener à donner le meilleur de vous-même parce que notre pays mérite un grand dessein. Nous devons travailler à le lui donner. De la méthode. Exactement. De la méthode dans le travail qui consiste à évoluer calmement mais à chercher à atteindre des résultats. À faire en sorte même que, comme dans une forêt, personne ne voit les arbres qui poussent, personne ne les voit grandir, parce que c'est un jour seulement que vous découvrez que tel arbre a atteint tel niveau. Vous pouvez passer dans la forêt tous les jours. On ne sent pas remarquer. Pendant ce temps, si un vieil arbre tombe, ou si on vient à couper un arbre, il fera du bruit et tout le monde voit. Je crois que c'est bien cela la démarche. Alors, dans la méthode, dans cette démarche, Wilfrid Léon Ngwedji, pourquoi a-t-on l'impression que le président veut tout privatiser? Or, le président veut tout privatiser. Il n'y a que, et j'en conviens, le passé d'homme d'affaires réputé du président de la République fait craindre à certains systématiquement. Il y a aussi que, comme on a parlé tout à l'heure des réformes, certains sont hostiles aux réformes parce qu'ils n'osent pas se rêver des lendemains meilleurs. Ils ont peur et veulent se satisfaire de l'existant, même si demain leur promet autre chose. Vous croyez? Bien sûr, bien sûr. Mais le président privatise tout, Combien de choses, à ce jour, avons-nous privatisé? Ou le gouvernement a-t-il privatisé? Combien? Bon, on va faire la politique des thèmes, mais il y en a tellement, et tout ceci relève finalement de la privatisation. Darius, oh non, pas tant que ça. Il y a eu des restructurations. Alors, je vais vous dire par exemple, j'ai 2 numéros de téléphone, connus depuis toujours.
un Libercom et un autre. Je parle de Libercom parce que c'est l'opérateur public. L'autre, je fais pas de la publicité. Chaque fois... Le numéro Libercom, vous l'utilisez toujours? Toujours, depuis l'an 2000. Bon. Mais chaque fois... Vous êtes satisfait? Moi, je suis satisfait, mais je veux mieux. Mais chaque fois que quelqu'un a demandé mon contact et que je lui ai suggéré, voulez-vous le Libercom ou le numéro du second opérateur, tous me disent, je veux le deuxième. C'est pourquoi je vous posais la question de savoir si vous êtes... Mais alors, quand on a fonctionné comme ça, et que Libercom, qui a été le premier opérateur GSM dans le pays, se retrouve en 2017 avec à peine 50 000 abonnés, alors que les autres brassent des millions, comment voulons-nous que Libercom soit compétitif, génère les ressources qu'il faut et ne tombe pas dans la situation où il était, que nous sommes venus trouver, et qui a nécessité sa restructuration? Si Libercom, Wilfried Dian-Ngwedji, avait été compétent, avait été capable de satisfaire aux exigences des Béninois, il aurait certainement eu plus d'abonnés, ou autant d'abonnés que les autres. Et donc, le président Talon et son gouvernement n'auraient pas eu besoin de liquider Libercom, qui compte à peu près 90 employés, mais qui, pour sa restructuration, si l'État devait injecter de l'argent pour ramener Libercom aux normes, au moins des réseaux existants, on aurait mis une 50aine de milliards dedans. Si ça avait été bien géré. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand bien même il a nommé des gens, ou fait nommer des gens, et qu'ils font le contraire de ce qu'ils doivent, sans état d'âme, on les limoge, et les mêmes qui se plaignent de ça vous diront, c'est la chasse aux sorcières. Il est trop dur, il est trop rigoureux, mais ce n'est qu'à ce prix que les grandes choses se font. Et donc, je revenais sur la question des privatisations. Libercom, je vous ai expliqué, on peut prendre d'autres exemples. Et vous parlez des thèmes. Oui, certains thèmes se rapprochent de d'accord. Mais quand il s'agit de gérer le bien de l'État comme le privé ferait, avec la même rigueur, pour produire du bénéfice et faire en sorte que l'État lui-même n'ait plus à injecter de l'argent, mais plutôt à en bénéficier, qu'y a-t-il, au fond, de mal à cela? Mais moi, j'observe bien comment le parcours du président de la République dans une autre vie l'aide en bien des aspects aujourd'hui à faire avancer le pays. Regardez en combien de temps on a mobilisé plus de 100 milliards rien que sur la question de l'eau. Et on a lancé déjà un projet dans les collines, 50 milliards, un autre dans le zoo pour 27 milliards. On a fait entre-temps à Tchaourou et à Parakou, on a augmenté les capacités de fourniture d'eau. Rien, et personne ne vous dira que c'était entrepris avant son arrivée. Regardez, tout ça est fait maintenant. Bien sûr, regardez les mobilisations de ressources dans d'autres secteurs, parce que il y a la vista, il y a l'habileté à faire. Et sur un plan particulier, j'ai envie de vous dire, j'ai observé, certains dossiers arrivent, et croyez-moi, pour sortir l'agent de l'État avec lui, il faut vraiment le convaincre de ce que c'est pertinent de le faire, de ce que les différents chapitres que vous présentez nécessitent cet investissement. C'est le propre des hommes d'affaires, ça le suit toujours. Mais j'ai observé, par exemple, sur des dossiers importants, alors que tout le travail préalable avait déjà été fait et que l'on était satisfait d'avoir atteint un tel niveau, j'ai vu comment arriver à son niveau, en regardant les montants, je vous dis, à la seconde près, il réagit, il vous dit, ce montant est énorme, le Bénin ne peut pas payer ça. Ah oui? Les ministres vont dire, mais pourquoi? Il vous demande. Et il va dire, calculer ça représente quel pourcentage? Parfois, il fait le calcul mental, il vous demande de faire avec lui. Ça représente quel pourcentage? Quels sont les standards en la matière? Je ne citerai aucun ministère, je ne citerai pas normalement les projets, mais je vais vous dire par exemple que il est arrivé une fois en conseil, il a fait ajourner 2 dossiers comme ça, sur des questions de montant. Les mêmes dossiers sont revenus 1 mois et demi après. On a économisé la moitié de ce qui était prévu qu'on devait sortir. Et c'est en termes de milliards, s'il vous plaît. Alors, à mon niveau, je me dis, mais si ce monsieur, il était ce qu'on le prête d'être, quel gêne aurait-il eu à laisser passer ces dossiers
en se disant, ben, je peux récupérer chez celui-là parce que je vais lui dire qu'il sait très bien que ça ne doit pas être à ce niveau d'investissement. Je vous assure, moi je vis ça. Et je vois bien le souci de faire en sorte que le Bénin soit gagnant et que dans les années à venir, le Bénin soit cité comme un pays de bonne gouvernance, comme un pays qui avance et dont on peut être fier. Cette marche, ou je dirais cette marque imprimée par le chef de l'État, le capitaine du navire Bénin désormais, comme j'aime le dire, eh bien cette marque passe forcément par quelque chose qu'on est en train d'observer. Wilfried Irang dit l'assainissement des finances publiques. Vous avez évoqué la question tout à l'heure en filigrane, en parlant de ce qui est fait depuis quelque temps. Les derniers événements dans le pays nous montrent encore que il y a un accent qui est mis sur cet aspect-là. Alors, qu'est-ce qu'on a le devoir de rappeler aux Béninois, parlant d'assainissement des finances publiques? Dites-moi. Le président a pris l'habitude de dire, mais nous pouvons être pauvres et faire encore des efforts. Et puis, un temps, il a eu la formule de il faut serrer la ceinture, et j'ai vu comment cela a été parodié. La formule magique, je ne vais pas dire fétiche, qui a commencé par casser la tête à tout le monde. S'il nous demande de serrer la ceinture, c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à quand? Ouais. Mais il a donné un deadline, il nous a demandé de patienter 2 ans. Et puis vous observez bien que les périodes les plus difficiles, je l'ai dit déjà une fois, sont passées. Les périodes difficiles sont en train de passer. Sur le dernier versant, vous verrez bien que ce sera la période des récoltes et des preuves évidentes de ce que l'action du président de la République et de son gouvernement aura généré pour notre pays une avancée importante. Et donc, oui. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Pas seulement sûr, absolument convaincu. Sinon, je ne vous le dirai pas. Parce qu'après, on ira vous chercher. Hein? Absolument convaincu et disponible demain pour faire le point avec tous ceux qui voudraient. Vous voyez, l'assainissement des finances publiques, il a été dit par le ministre des Finances et par le chef de l'État lui-même, lorsque nous avons un pays à économie, à revenu essentiellement fiscal, et que nous devons solliciter le concours des partenaires au développement ou même des investisseurs privés, nous devons montrer une certaine capacité à prendre en charge nous-mêmes une partie de nos ambitions. Comment mobilisons-nous les ressources à l'interne pour justifier de solliciter autant que nous voudrions? Si j'ai besoin de 100 francs et que je viens vous voir, Monsieur Ontondi, vraiment j'ai un problème, il me faut 100 francs, je n'ai rien. Vous serez moins enclin à m'aider que si je vous disais, ah, j'ai fait l'effort moi-même, j'ai rassemblé 25 francs, j'ai rassemblé 50 francs et j'ai besoin de la différence. Vous diriez intérieurement, oh, mais voilà quelqu'un de conscient. On peut l'aider. Et même si vous n'avez pas vous me diriez, je vous oriente vers telle personne. C'est à peu près la démarche. Donc, quand on assainit les finances publiques pour générer plus de ressources intérieures, c'est à cette fin-là. Pendant 1 an, après son arrivée au pouvoir, nous avons vécu la crise au Nigeria. Et tout le monde a vu comment cela a impacté notre économie. Pour autant, l'État a continué à assurer les salaires, les primes diverses. Je ne nomme aucun pays, mais renseignez-vous, dans la sous-région, en Afrique centrale, il y a des pays qui aujourd'hui ont 6 mois d'arriérés, voire plus, de salaire. Si on n'avait pas fait les efforts pour collecter ce qu'il faut, éviter l'évasion fiscale, la fraude fiscale, peut-être aurions-nous connu les mêmes difficultés. L'assainissement des finances publiques consiste donc à faire en sorte que ce qui doit entrer dans les caisses de l'État puisse y entrer. Et le ministre des Finances, à l'occasion, vous a cité un certain nombre de domaines, que ce soit sur la question des voyages officiels, que ce soit sur la question de la maîtrise de la masse salariale, à travers l'identification des personnes qui travaillent vraiment pour l'État et qui
bénéficient de ces prestations. À travers la maîtrise, par exemple, de la masse d'étudiants. Les travailleurs fictifs ont été mis de côté. Hein. Et travailleurs fictifs, peut-être le président ne vous le dira jamais, mais moi je peux vous dire, par exemple, quand il s'est agi à son arrivée de faire l'audit, même du personnel civil de la présidence de la République, et à un moment donné, c'était on criait qu'on a renvoyé 200 ou 300 personnes. Il y avait du personnel fictif. Mais quand on a interrogé les gens, à la présidence, bien sûr, et quand on a interrogé les gens qui y sont passés, parce qu'on en connaît, certains nous ont dit, mais vous savez, une seule personne pouvait venir, dès lors qu'elle a été nommée collaborateur du chef de l'État, elle pouvait venir et faire inscrire d'autres personnes pour bénéficier des primes diverses. Et le paiement se faisait à vue. Vous venez, vous émargez et vous prenez l'argent. Mais à main. Et donc, la porte était ouverte. Mais ces personnes-là jouaient quand même un rôle dans l'appareil? La porte était ouverte à toutes les transactions possibles. Donc, la personne qui a déclaré 3, 4, 5 personnes pouvait venir prendre pour elle-même et ensuite prendre pour ces personnes-là. Mais depuis que les choses ont été normalisées et qu'on dit que tout va se faire par la banque, mais si vous déclarez quelqu'un, il faut bien montrer que cette personne existe et mérite. Et travaille réellement. C'est autant de réformes qui font qu'il y a des économies d'échelle, que l'argent de l'État reste dans les caisses de l'État pour servir à la cause de tout le monde et non plus pour quelques-uns. Et le souci de rationaliser les dépenses publiques va avec cet assainissement. Je vais illustrer. Le président de la République, depuis que nous sommes là, et pour ce que nous voyons, il ne lui est pas encore arrivé de faire un voyage officiel avec 15 personnes. Ah bon? Cela peut vous surprendre. Moi, j'observe, surtout quand il fait affréter, un avion, c'est une dizaine, une douzaine de personnes. S'il est en vol commercial, c'est encore pire, le nombre est réduit. Mais il aura quand même besoin de gens pour travailler avec lui. Oui, mais est-ce qu'il a besoin d'une pléthore de personnes? C'est justement ça. Sa philosophie, la marque de sa gouvernance. Et je vais illustrer à travers des exemples vécus par nous-mêmes. Et ça vous concerne. Nous sommes arrivés à la direction de la communication en nous inspirant de ce qui se faisait avant. Nous avons tout de suite soumis au président de la République une note pour lui dire comment nous voyions la gestion médiatique de ces déplacements officiels à l'étranger. Et nous avions suggéré qu'il y ait une dizaine de personnes. Je vous explique. Pour assurer la couverture. Pour assurer la couverture. Ça veut dire quoi? Les organes de presse des services publics, dont c'est le travail régalien de notre point de vue. Une équipe de la direction de la communication. Une équipe de télévision privée. Voilà. En faisant une rotation. Et nous étions à 9 ou 10. Le président nous a dit non. Nous avons ramené à 7. Il dit non. À 5, il dit non. C'est trop. Et puis, un jour, finalement, il nous interpelle, il dit, mais si je vous donne 2 places pour la presse? Ah oui, dans mes déplacements, comment vous allez gérer ça? Et nous avons dit, Monsieur le Président, à tout le moins, nous demanderions 4. Il dit, non. On va faire des économies. Le pays est dans une situation difficile. Il faut que nous serrions pour réaliser des économies. Et il vous dit, mais celui qui fait la caméra, est-ce qu'il ne peut pas faire la photo? Monsieur le Président, il peut, mais il ne peut pas faire les deux à la fois. Et nous lui disions, mais vous êtes dans une posture donnée là. Il a envie de vous immortaliser. Le temps de déposer la caméra qu'il tenait pour récupérer l'appareil photo. Mais il va changer de position. Exactement. Vous voyez, ça ne trompe pas. Nous connaissons tous. Et pour ce qui est de la théorie, nous connaissons tous. À la pratique, vous n'avez pas toujours la décision. Dites-moi qu'il a refusé. Il a dit, je ne veux pas faire album photo. Non, c'est pas le plus important. De la même façon que vous ne le voyez pas sur les médias et tout le temps, c'est ce qu'il nous a répondu. Et donc, on a serré et dit, regardez moi-même, mon équipe, elle est réduite. Donc, on n'a pas à faire ça. Et quand nous sommes allés au Ghana, au cours de sa tournée, ben, partout nous sommes passés. Les gens étaient surpris, ils ont dit, c'est vraiment le président qui arrive. Et puis la délégation LSC, là, on n'était pas 10. Si chétive. Et c'est au Ghana particulièrement, quelqu'un nous a dit, si c'était avant vous,
on aurait eu 40-50 personnes. On aurait eu 40-50 personnes. La même logique fait que, depuis un moment maintenant, à certaines réunions internationales, le président de la République demande, lorsque il y a un ambassadeur du Bénin dans le pays ou dans la zone, au lieu de faire partir plein de gens, il demande que l'ambassadeur du Bénin prenne le lead, assure et rende compte, et donc on réduit au minimum les déplacements. Avouons humainement que tout cela n'est pas de nature à plaire à tout le monde, surtout si nous avons eu une certaine accoutumance à ces choses-là, parce qu'en retour aussi, on apprend et ça nous rapporte. On peut être embêté. Mais quand on regarde l'idéal poursuivi, qui est de rationaliser les dépenses publiques, en même temps qu'on assainit, pour générer des ressources substantielles à injecter dans des réalisations probantes, quand on regarde ça, on doit pouvoir convenir de ce que c'est une étape par laquelle il faut prendre parce que l'ambition est noble. C'est vrai que quand on ne l'explique pas, on ne saurait comprendre, hein, parce que vous-même, vous avez les retours. Même au sein de la corporation, on vous taxe, vous, de ne pas faire votre travail si les journalistes ne sont pas avec le chef de l'État, n'est-ce pas? Et nous les comprenons parfaitement. Vous voulez que je vous dise encore sur ça? Allez-y. La logique du chef de l'État d'économiser et par ailleurs d'éviter la propagande fait que nous, aujourd'hui, nous travaillons avec moins de 20 radios, pendant que nos prédécesseurs en avaient une soixantaine. Mais parce qu'il fallait communiquer. En avaient une soixantaine. Parce qu'il fallait communiquer suffisamment. Attendez, on ne le fait pas moins. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est bien structurée. Et même certains qui critiquent vous disent en off, non, c'est très bien. Et à la limite, ils nous disent, il faut être vous, il faut accepter de travailler dans ces conditions, parce que nous, on avait beaucoup d'argent, sans faire tout ce que vous faites tout ça, et vous n'avez pas d'argent. On entend. Donc, observez que c'est cette ambition qui fonde ce que nous faisons. Il y a un idéal. La communication elle-même est imprimée par le leader, le sujet principal avec lequel vous travaillez. Je vous ai dit tout à l'heure, sur la théorie, peut-être même que nous sommes imbattables. Sur la théorie, il y en a qui connaissent très bien, sans doute, dont on apprend, dont on a appris et dont on apprend. Mais c'est sûr que s'il faut se limiter à la théorie, il n'y en aurait pas beaucoup pour nous dépasser. Après, la pratique, c'est des enseignements. Et ça n'a pas de prix. Est-ce, Wilfrid Nwambedji, l'assainissement des finances publiques qui passe par les redressements fiscaux, certaines affaires ces derniers temps, je dirais la méthode carrément d'exhumation de certains dossiers qu'on est en train de comprendre, de constater ces derniers jours. Je finirai sur le volet précédent en vous rappelant, puisque vous en parliez, vous voyez, la direction de la communication à la présidence de la République, aujourd'hui, c'est 15 personnes. 15 personnes. Pour s'occuper de la présidence, pour s'occuper du gouvernement, pour s'occuper des organismes publics. Je ne vous apprends rien en vous disant que, anciennement, la seule cellule de communication du président, c'était 40 à 50 personnes. Et dans chaque ministère, vous aviez des cellules de communication dont le nombre variait en fonction des moyens du ministère ou des ambitions politiques du ministre en place. Donc vous aviez des cellules de 5 à 10 personnes. Aujourd'hui, dans les ministères, nous avons juste un point focal. Juste un point focal. Et tous les journalistes sont retournés à la rédaction. Et donc, ceci peut expliquer aussi cela. Et je ne peux pas en dire plus. Ceci peut expliquer aussi cela. C'est vous dire dans quelles conditions nous travaillons, mais nous sommes fiers d'appartenir à cette équipe, parce que nous sommes convaincus que c'est une épopée qui se construit du Bénin et dont on parlera pendant longtemps. C'est pour ça que nous y sommes. Et maintenant, vous parlez d'affaires. Oui, revenons-en aux affaires. À l'argent. Parce que là, ça commente beaucoup, ça analyse beaucoup, vous savez, depuis quelque temps, il y a plusieurs dossiers qui sont ramenés, les redressements fiscaux sont faits, beaucoup de personnes sont interrogées, il y a des cas qui ne datent pas encore de 72 heures. Que se passe-t-il?
Sur les dossiers, vous me permettrez de ne pas m'étendre sur le fond. Je vais m'en arrêter au principe. Je suis d'accord. Je ne m'étendrai pas sur le fond pour la simple raison que soit les dossiers sont en instance devant les tribunaux, soit parce qu'ils vont y passer. Et donc je ne dirai rien ici de ma position qui pourrait compromettre ou qui pourrait s'apparenter à une prise de position. Non. Soit carrément qu'il y a des dossiers qui viennent de naître et qu'on a besoin d'être clarifiés là-dessus. Mais sur le principe, est-ce que il n'est pas temps dans notre pays de rompre avec l'impunité, de rompre avec les pratiques et les méthodes qui n'ont eu pour finalité que de spolier l'État, que de l'arriérer? Je peux vous dire, pour ce que j'observe et pour ce que je sais, qu'aucun des dossiers dont vous parlez n'aura été soulevé ou exhumé parce que le président de la République ou le gouvernement a envie de nuire à X ou à Y. Parce que j'ai entendu d'éminentes personnalités dire, par exemple, oui, le président, il privatise tout pour lui, rien pour les autres. Je voudrais faire une pause là et dire, j'observe. Et vous pouvez me croire, de façon ultime, j'ai le sentiment que la fronde, l'opposition virile, parfois qu'on affiche à l'égard du président de la République, tient de son passé d'homme d'affaires et donc des mesures d'austérité ou de rigueur qu'il imprime. Et j'ai eu l'occasion de faire la réflexion en disant que si le président Talon avait habité seulement un jour ou un mois en bordure de mer, on l'accuserait aujourd'hui de vouloir acheter tout l'océan pour lui. C'est sûr. Et vous ne me direz pas le contraire. Parce qu'il suffit qu'il touche ou que le gouvernement touche à quelque chose qui a un volet économique pour que la suspicion parte tout de suite que c'est pour le président Talon ou c'est au bénéfice des gens qui lui sont proches. Convenez avec moi que c'est un homme d'affaires. On ne saurait lui enlever cette étiquette-là. Mais je viens tout de suite. Mais lorsque vous voyez bien, je viens de vous montrer des faits, de citer des faits qui montrent bien que ça n'est pas la philosophie déployée. Maintenant, ça peut faire mal à certains qu'il n'ait plus les facilités d'avant pour faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire et s'entremettre au détriment de l'État. J'ai dit que je ne parlerai pas du fond des dossiers, mais de ceux dont je peux parler, par exemple, qui n'auraient aucune incidence. On a parlé un temps d'un courrier du secrétaire général du gouvernement adressé à des anciens présidents de la République pour mettre fin à une pratique qui n'était pas normale. Malencontreusement, le courrier s'est rendu sur les réseaux sociaux. Il s'y est retrouvé de toute façon. Et je peux vous certifier que ce n'était pas l'œuvre de la présidence de la République. Quelqu'un a certainement entendu jouer les victimes. Mais que s'est-il passé dans ce dossier? Parce qu'on a très tôt fait à l'époque de lier à l'actualité avec la mairie de Cotonou pour dire non, il n'y avait aucune intention d'humilier ou d'exposer qui que ce soit. Le président Patrice Talon, dans sa quête des résultats les plus efficients, a entendu réformer l'intendance du palais. C'est un audit à l'occasion de la réforme qui a révélé que des factures d'anciens présidents de la République étaient convoyées directement par les structures SONEB, OPT, SB2E au palais qui payaient, alors que ces présidents bénéficiaient déjà de leurs indemnités censées couvrir ces dépenses. L'agent qui a fait son travail et qui a découvert ça, son devoir, c'est d'informer le président. Quand le président interroge les tests et il voit que ça fait double emploi, il demande au secrétaire général du gouvernement, écrivez pour leur dire que ça ne se passera plus. Si c'était la volonté de nuire à quelqu'un, on aurait pu demander de rembourser les sommes indûment déboursées par l'État. Mais ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas entendu qu'il y a eu ça? On a demandé simplement d'arrêter. Parce qu'on a considéré aussi que ce n'était certainement pas une volonté de leur part d'organiser cela. L'affaire est finie. Voilà un exemple. Et si vous parlez d'une autre... Tout le monde n'a pas compris ça comme ça. Parce que le président n'a pas allé s'asseoir pour dire j'ai fait écrire pour ça, ou bien le SGG viendra dire j'ai fait écrire pour ça. On a écrit sans intention de publier. Je vous l'ai dit, si ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du fait
de la présidence de la République. Un autre dossier qu'il y a eu récemment sur, je vous ai entendu me dire au début, vous parlez de la CNSS, la CNSS. Ou SONEB. SONEB. Oui, il y a des dossiers comme ça. SONEB, là aussi, sans aller d'un fond, sans préjugés. L'État, le gouvernement a mis en place un nouveau mode de paiement des consommations d'eau et d'électricité. Soucieux de permettre à ces structures-là de bénéficier des moyens qui sont les leurs pour faire face à leurs charges, on a décidé de procéder par paiement anticipé parfois, ou en tout cas en temps réel. Dans le cadre d'une action comme ça, à la SONEB, en rapprochant les écritures et les documents comptables, on s'est rendu compte qu'il y avait mal donne. Des agents de la maison prendraient sur eux d'opérer des reversements de TVA sur les consommations d'eau de l'État. Or, vous savez que la TVA collectée par les entreprises privées doit être reversée. Quand c'est sur l'État, l'État a la possibilité de faire un prélèvement à la source. Et c'est ce qui est généralement fait. Comment comprendre donc encore que dans la société, on prélève des ressources prétendument versées à l'État au titre de cette TVA. Oui. C'est cela qui a attiré l'attention. Et donc, le dossier est en train d'être creusé. Surtout quand on a appris que les ressources, parfois, des paiements importants sont dits avoir été faits. Mais en réalité... sur du liquide. Et non par chèque. Donc, pour tous les spécialistes des finances ou des impôts, ils vous diront, a priori, cela cache quelque chose. Donc, ils cherchent à comprendre. Je ne préjuge pas de ce que ce sera, mais il est clair que si il y a eu des vols, s'il y a eu du faux en écriture publique autour de ces questions-là, quel que soit leur statut, les personnes mises en cause en répondront. Si vous parlez de... C'est la plus chaude des affaires actuellement. Sans doute. Et si vous parlez de la CNSS, parce que c'est dans le dernier conseil des ministres, encore. Parce que il y a peut-être un nom de personnalité parmi les personnes mises en cause. Quelqu'un qu'on connaît très bien. Et son activisme, ses prises de position peuvent faire penser à certains en mode raccourci, à, comme on a l'habitude de le dire maintenant, un acharnement. Un acharnement. Là encore, c'est une commission, c'est la commission bancaire de l'UMOA qui a soulevé le lièvre. Tout le monde sait que la BIBE a été déclarée en faillite et mise sous administration. Parlons pas en parabole, même si on ne cite pas les noms, vous parlez du syndicaliste. Le nom est dans le conseil des ministres. Voilà. Et donc, c'est une banque qui a fait faillite, que l'État a sauvé. Et d'ailleurs, récemment, quand on a annoncé la décision du gouvernement de recapitaliser la banque pour éviter justement que les placements importants partent en fumée, certains ont dit, c'est Talon qui veut racheter la BIBE. Vous vous en souvenez? Même chose avec la BAIC. Mais au niveau de la BIBE, on se rend compte maintenant que des placements importants ont été faits par la CNSS et d'autres voies plus autorisées en parleront dans les détails. Moi, je vous livre le global. Sur à peine 2 ans, ce sont 17 milliards et demi qui ont été injectés. Et parfois, en l'espace d'un mois ou de 2, vous voyez qu'on a placé 2 milliards, 3 milliards. Et il est apparu dans les documents comptables de la banque elle-même que des placements se font contre commission. Est-ce que ça n'a pas l'air de vous dire que des personnes savaient très bien qu'il n'était pas pertinent socialement, économiquement, d'aller déposer autant d'argent dans une structure qui pouvait du jour au lendemain disparaître? Ça n'était pas normal. Mais lorsque vous apprenez qu'en plus de faire ça, on bénéficie de commissions, cela doit éveiller nos sens et nous demander quelles sont les motivations profondes de ceux qui ont fait ces placements. Est-ce que c'était de bonifier les avoirs de la CNSS? Est-ce qu'il s'agissait de sécuriser ces avoirs? Ou bien c'était le goût du lucre,
le souci de s'en mettre qui les aura conduits à ces placements. Mais plusieurs fois déjà, Wilfried Léon-Ngouedji, des voix ont failli se faire entendre pour dénoncer certains faits au niveau de la CNSS, mais on ne les a pas écoutés. Je suis heureux. Vous avez dit, peut-être que ces voix manquaient d'éléments. Mais comme cette fois-ci, le gouvernement a eu la puce à l'oreille grâce à la commission de l'UMOA, et la commission bancaire, et le ministère des Finances, et parce que c'est son devoir, à demander à ce que ça soit creusé. Si on en parle en Conseil des ministres, donc si le gouvernement en arrive à se pencher sur la question, c'est parce que le ministère des Finances a relevé la gravité des faits et a cru devoir rendre compte au Conseil des ministres pour instruction à recevoir en vue des diligences à mener. Moi, je ne juge personne, je n'accuse personne, je veux seulement espérer pour les personnes mises en cause. En l'occurrence, ici, le président du conseil d'administration à l'époque, le directeur général et le DAF, je veux seulement espérer qu'elles sauront démontrer qu'elles n'ont jamais fait ces placements ou qu'elles ne les ont pas fait dans le but de recevoir des commissions à leur propre fin, en exposant la sécurité sociale des centaines de milliers de travailleurs béninois, en mettant en péril leur retraite. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. 17 milliards et demi, ce sont vos cotisations, ce sont nos cotisations, ce sont les cotisations de milliers de nos compatriotes qui relèvent du privé. Et donc, c'est leur retraite qu'ils préparent aujourd'hui qui aura été mise en péril ainsi. Parce que de façon ultime, il faut se poser une question. Quand on connaît la situation dans laquelle la banque se trouvait et qu'on voit la somme d'argent injectée en dépôt à terme, il faut se demander si, pris individuellement, chacune de ces personnes, chacun de nous aurait été tenté dans ces conditions-là d'aller placer son propre argent. Et ensuite, se demander si on n'a pas pu placer son propre argent, pourquoi alors avoir placé l'argent de l'ensemble? Et à partir de là, on va creuser pour voir l'intention qui animait les uns et les autres au moment où cela a été fait. Et donc, je veux bien espérer qu'une fois encore, on ne partira pas sur le registre de l'acharnement, de la chasse aux sorcières, mais que chacun va faire la preuve de, non seulement de sa bonne foi, mais aussi de son innocence lorsque le moment venu, les tribunaux vont demander. Oui, vous m'avez peut-être vu venir, vous m'avez devancé. J'allais vous dire qu'on ne va pas sortir tous les dossiers, on ne va pas les rappeler tous. On ne tenu pas par le temps, mais voulez-vous me dire que véritablement c'est pour rien que pour assainir, qu'il n'y a pas une visée politique, qu'il n'y a pas un acharnement, qu'il n'y a rien que, à ce niveau-là, que c'est simplement pour assainir? En supposant que... On est en politique, Wilfried Léon-Ngouedji. Non, mais il ne faut pas voir la politique partout. En supposant que le gouvernement apprenne la gravité de ce qui s'est passé et ne réagisse pas, qu'aurions-nous dit? Ah, il y a des gens qui préparent une bombe en perspective. Voilà des milliers de travailleurs qui risquent de ne pas bénéficier de leur retraite. Et le gouvernement ne dit rien. Vous l'auriez interpellé, vous auriez crié à l'incompétence, vous auriez crié à l'irresponsabilité. Mais le gouvernement joue sa partition convenablement. Et l'on va s'en plaindre. Je vais sur le même registre. Il est arrivé que éclate le scandale du poisson qui n'est pas contaminé, mais il y a eu un scandale. Le tilapia. Au Brésil. Non, même pas encore. Pas ici. Il y a eu un scandale au Brésil, d'abord par rapport à la viande importée et après le tilapia. Bien sûr. Et alors que le gouvernement était dans la démarche de mieux cerner de quoi il s'agissait, les gens ont écrit sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que le gouvernement attend pour interdire ça? Parce que c'est la santé des populations. Mais dès que les décisions de suspension provisoire d'importation de ces produits au Bénin ont été prises, c'est pour nuire à
quelqu'un parce qu'il y a un homme d'affaires devenu politicien qui est le métronome dans ce domaine. C'est pour nuire à ses affaires que le gouvernement a pris cette décision. Vous voyez bien, on est dans l'ambivalence et dans la contradiction permanente sur ces choses-là. Mais un gouvernement responsable ne doit pas s'émouvoir dès lors qu'il s'agit de l'intérêt public, dès lors qu'il s'agit de préserver la santé des populations et le bien public. En la matière, je crois que les faits d'armes du gouvernement, du chef de l'État, plaident en leur faveur et montrent bien qu'il y a une ligne directrice dédiée à la responsabilité, dédiée au souci de bien faire qui est tracée, et cela n'amènera pas à dévier de cette trajectoire. Il y a quelques grands sujets sur lesquels nous allons parler. Nous ne pourrons pas les occulter. On est en train d'entrer dans le deuxième ou dernier virage de l'émission. Wilfried Léandre Rongwedji, ces derniers temps dans le pays, l'actualité également, c'est le recensement administratif à vocation d'identification de la population, le RAVIP, compris bien par certains, analysé peut-être à tort par d'autres. Quelle est votre lecture sur ce recensement, le travail qui a commencé de façon générale? Pour faire court, le RAVIP, c'est bientôt la carte d'identité pour tout le monde, tous nos compatriotes. Ce sera aussi un instrument pour faciliter la sécurité sociale, y compris pour les artisans, en complément à l'ARCHE, l'assurance pour le renforcement du capital humain. C'est un outil de base qui va permettre donc de déployer un certain nombre d'actions au profit de la grande masse, actions sociales comme autres. Il est utile, de mon point de vue, que sur des questions d'importance qui engagent la vie de la nation, sur des questions qui génèrent du positif, qui impactent la vie de chacun de nous, il est utile, disais-je, que l'on transcende les clivages politiques, les querelles politiciennes. Les populations béninoises, grâce à la sensibilisation qui a été menée en amont, ont bien compris que la finalité du RAVIP, c'est de leur permettre de disposer d'une carte à tout faire, une carte unique à tout faire, donc multifonction, carte biométrique qui va servir dans nombre d'opérations et donc dont l'utilité ne se démontre plus. Nous avons eu divers programmes par le passé qui ont généré des actes mais qui n'ont pas couvert l'ensemble de la population. Qui n'ont pas forcément totalement marché. Et qui n'avaient pas non plus la même finalité et la même vocation. On a fait RAVEC, on a fait même l'EPI, mais l'EPI, comme son nom l'indique, la l'EPI avait une vocation toute tracée, c'était de servir comme pièce électorale. D'ailleurs, vous avez peut-être oublié, au plus fort de la querelle des politiciens sur la LEPI, un camp, pour prendre la main et booster l'opération, avait été jusqu'à dire que cette carte-là va servir de carte d'identité. Il me semble même que la décision avait été prise. Et certains de nos compatriotes ont pu se présenter dans des agences de banque avec leur carte LEPI au motif qu'ils voulaient toucher de l'argent. Et cette carte LEPI ne comportait même pas la signature du détenteur. Évidemment, ça a fait flop. Aujourd'hui, nous sommes passés à une dimension beaucoup plus grande. La carte unique qui va découler du RAVIP n'est pas une carte électorale. Il y a, et il y aura à la fin, un registre de population. Chacun de nous aura un numéro personnel d'identification. Cela va nous faciliter la vie à l'avenir, va nous simplifier la vie, parce qu'il y a des actes qu'on n'irait plus courir à gauche et à droite pour avoir. Il y a des actes qui pourront être obtenus à distance parce qu'il s'agira de faire la demande et en intégrant votre numéro personnel d'identification, on a les éléments. Quand vous voyez tout ça,
est-ce qu'il vous semble juste que l'on proteste, que l'on combatte le RAVIP? Mais pourquoi je crois que certains le font? Pourquoi donc certains le font? Il faut demander. Pourquoi donc a-t-on vu autant d'affiches appelant au boycott de l'opération, autant d'affiches avilissant l'opération? Pourquoi donc ça s'est passé comme ça? Vous m'avez soufflé qu'on parlerait un peu de la posture de l'opposition, et peut-être que tout à l'heure on comprendra mieux les motivations des uns et des autres, mais j'ai la faiblesse de croire que aucune des personnes montées au créneau pour critiquer le RAVIP, aucune d'elles ne manquera le rendez-vous. Si vous les connaissez toutes, faites le pari, posez une caméra sur chacune d'elles pour suivre leur mouvement pendant les 6 mois, et vous verrez très bien qu'aucune d'elles ne manquera ce rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'elles savent et elles sont convaincues de la finalité positive du RAVIP. Les querelles personnelles, les querelles politiciennes ont généralement d'autres motivations. Et il ne m'appartient pas ici de venir les apprécier. Mais je sais et je reste persuadé que tout le monde se fera recenser. Quel est le risque pour le Béninois? Quel est le risque pour le Béninois qui participe à l'opération? Attendez, vous voulez dire à nos compatriotes, déjà on vous dit, même le nouveau-né aujourd'hui est concerné par le recensement. Est-ce que le nouveau-né, il vote? Pour ceux qui disent que c'est pour organiser des élections, et ils anticipent, ils disent que c'est pour frauder. Le nouveau-né là, est-ce qu'il vote? Quand on a fait la LEPI, on avait catégorisé. Aujourd'hui, le RAVIP, c'est tout le monde. C'est général. C'est tout le monde. Et les captures d'empreintes vont se faire pour les enfants à partir de 5 ans. Mais avant 5 ans, il n'y aura pas de capture. Seulement, les enfants seront recensés. Après, il va sans dire que, comme l'opération aura abouti et qu'on aura de la matière crédible, potable, état civil assaini, maîtrise de certains agrégats au plan démographique pour induire les politiques de développement subséquentes, quand on va faire ça, la loi a prévu que cette base puisse servir éventuellement à l'organe en charge de faire la liste électorale demain. Et quel est l'objet qui justifie la polémique à ce niveau? À votre avis, y a-t-il vraiment un motif sérieux pour justifier la polémique? Parlez-moi maintenant du risque. Mais non, moi je ne vois pas où se trouve le risque. Les personnes qui vous parlent de risque, c'est elles qui doivent vous dire non, c'est parce qu'il y a tel mal donné. J'ai dit, des gens s'en sont pris à l'opérateur. L'opérateur est intervenu dans même pays. On a entendu dans 1 ou 2 pays qu'il y a eu des problèmes après des élections parce que à ce niveau-là, elle a fait des recensements ou aidé à. Mais j'ai demandé, interroger les faits. Qu'est-ce qui a généré le problème? Par exemple, pour l'actualité la plus fraîche, c'est le Kenya. Est-ce que c'est la qualité du travail réalisé par l'opérateur qui est en cause ou c'est la gestion faite par l'organe électoral? C'est la question. Interrogeons les faits. Et puis vous verrez très bien que le débat, il est ailleurs. Pour le moment, ce qui est important à dire à nos compatriotes, c'est de les exhorter à sortir, se faire recenser. Que personne ne se fasse duper. Parce que si vous ne faites pas ça et que vous n'avez pas cette carte, vous mettrez vous-même en marge du développement. Demain, les tracasseries que vous subirez seront le fait de votre irresponsabilité ou de votre choix de ne pas participer à une œuvre qui grandit la nation, à une œuvre de développement. De la colère de certains Béninois, de certaines catégories de Béninois, nous allons parler maintenant. Il faut de Léandre Rumbouedji, il y en a qui, au-delà de ces considérations, ne sont pas contents. Il y en a qui, justement, à partir de tout ce que nous avons dit, puisent pour faire des motifs de revendications et d'autres, parce que ce RAVIP dont nous parlons, ce recensement dont nous parlons, est également au cœur de certaines préoccupations, de certaines personnes qui disent
que ce n'est pas forcément une bonne opération. Je veux parler, vous avez compris, des mouvements sociaux de ces derniers temps. Les grèves, les marches, encore... il y a 2 jours, vendredi, on en a vu ces marches-là. Il y en a qui appellent à la démobilisation. Voilà, de façon générale, avant qu'on aille sur un point précis, de façon générale, les mouvements sociaux de ces derniers temps, nous allons y aller un peu plus rapidement maintenant. Comment vous les trouvez? Et moi, je crois qu'il faut mettre chaque chose dans son contexte. Et pour finir sur le RAVIP, et j'ai eu le bonheur quand même d'entendre finalement certains frondeurs en griffe du RAVIP dire « Ah, nous n'avons jamais demandé aux populations de ne pas se faire enregistrer ». C'est pour ça que je vous disais que ces personnes même vont se faire enregistrer parce qu'elles connaissent la pertinence et la finalité du RAVIP. Les mouvements. Alors, on aura toujours 10 000 raisons de manifester. Sont-elles fondées? Ne le sont-elles pas? Et vous demanderez à chacun. De ma position, ce que j'observe. Par exemple, dans le domaine de la santé, qui a été le cas qui aura défrayé le plus la chronique. C'est là que je voulais qu'on précise. Ces jours derniers. C'est fini maintenant? J'espère. J'espère. Mais sur ça, qu'est-ce qu'il faut dire? Quand vous regardez la plateforme revendicative des syndicats, en dehors de ce qu'ils s'attaquent à la réforme du secteur de la santé, donc le rapport, c'est des primes de motivation, primes de risque. Ces primes datent d'il y a 10 ans. C'est une dette de l'État et le gouvernement a pris l'engagement de l'éponger. Mais lorsque on fait, progressivement je suppose, on fait de la question des réformes du secteur de la santé le principal mobile de la grève, je trouve que ça n'est pas juste, surtout lorsque j'ai pu entendre les meneurs de la grève dire que le rapport de la commission des réformes suggère que les centres de santé soient privatisés, le CNHU en l'occurrence, privatisé, suggère que les créances du CNHU sur l'État soient versées à un repreneur déjà identifié et que, conclusion, l'agent du CNHU qui veut acheter le CNHU. Cela est faux et archi faux. Est-ce que c'est ce que je vous prierai les réformes? Je vous prierai, Darius Ontonji, lorsque vous recevrez un des responsables de ces syndicats, de lui demander d'arriver avec le rapport de la commission et de vous ouvrir la page où il est écrit que le CNHU sera privatisé et que l'argent du CNHU, l'argent que l'État doit verser au CNHU va servir plutôt à un repreneur. Vous ne trouverez trace de cela nulle part. Il s'agit de quoi? L'État doit au CNHU pour diverses prestations liées à la prise en charge, aux subventions, aux gratuités de telle ou telle chose. Le CNHU aussi a des dettes sur des partenaires. L'État dit, en concédant la gestion, c'est la gestion pour la rendre plus efficace. L'État va procéder au paiement. Donc l'argent là va servir à payer les créanciers du CNHU pour éviter que ça aille dans tous les sens. Mais il n'a jamais été question de donner l'argent à quelqu'un à qui on aurait vendu l'hôpital, ce qui n'est même pas prévu, pour que ce dernier ensuite vienne gérer. Quand j'écoute les responsables du secteur eux-mêmes, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la peur du lendemain, même s'il est plus prometteur que l'existant. Vous observerez que beaucoup ont peur, par exemple, parce que si la réforme arrive, les hôpitaux publics vont devoir être mieux gérés. Vous devez pouvoir faire votre travail efficacement. Autrement, celui qui est là, il va quand même vous remonter les bretelles pour vous dire, vous ne faites pas ce qu'il faut. On va en finir avec il y a un point que je voudrais souligner. Personne ne vous dit, par exemple, lorsque le rapport dit, en parlant de la gestion des cas d'urgence, ou dans notre pays aujourd'hui, si vous arrivez aux urgences et qu'on ne débourse pas de l'argent, vous pouvez rester sur la civière, vous pouvez rester à même le sol et mourir. Lorsque le rapport de la commission des réformes dit, par exemple, qu'on doit faire en sorte que demain, l'on se préoccupe d'abord de sauver la vie de celui qui est en face avant de réclamer l'argent, personne ne vous souligne ça. Mais la finalité de ce rapport, c'est d'offrir les meilleures prestations possibles à nos compatriotes
même s'il s'agit de centres de santé publics. Alors dites-moi en un mot, qu'est-ce que ça a donné les dernières négociations conduites par une équipe et même nuitamment de vendredi à samedi? Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que la crise dans le secteur de la santé aujourd'hui est jugulée? J'ai dit que je l'espère, parce que le gouvernement a été tout le temps disponible. Le chef de l'État a dépêché une délégation conduite par le ministre d'État Biochari, qui a eu plusieurs séances avec les syndicalistes et leur a fait à chaque fois les propositions du gouvernement pour sortir de crise, notamment la prise en compte de leurs arriérés, de primes, de motivation et de risques qu'ils réclament. Sur le rapport de la commission, ils ont eu le rapport, ils ont le droit de faire leurs observations et de les verser à la délégation gouvernementale qui va les faire apprécier. Et sur les primes, on était parti, suivant leur propre réclamation initiale, de verser le quart de certaines primes. Grosso modo, ça fait 8 milliards. Là, le gouvernement a offert, le vendredi seulement, a offert de leur payer le tiers. De payer le tiers. Sur la gestion des carrières, un point sur lequel je pense qu'ils ont raison de se préoccuper, parce que l'administration n'a pas souvent été au rythme voulu. Le gouvernement s'y est penché et ils ont bien compris que quelque chose se fait dans ce domaine-là pour que effectivement leur carrière soit mieux suivie. Sur les primes, je vous ai dit, le gouvernement a offert de leur payer le tiers de l'ensemble des primes et le reste de les payer tous les 6 mois. Donc, en 3 fois, on aura fini de payer ça. C'est pour ça que je disais que j'espère bien que nous sommes sortis de la crise, que nous en sortirons sous peu. Parce que vendredi encore, ils étaient partis pour rendre compte à leur base. Alors, ça va finir dans quelques minutes. 3 questions en 3 minutes. Wifilian Ngoudi, vous me répondrez rapidement. L'opposition au Bénin, qu'est-ce qu'elle devient selon vous? Quelle est la lecture que vous en faites? Je pense que l'opposition, c'est une très bonne chose pour un système démocratique. Et pour peu que son action soit orientée réellement vers l'amélioration des choses. Mais lorsque c'est une opposition de principe, parce qu'il s'agit d'un homme, ou lorsque c'est une opposition, on va dire, intéressée, dans le sens de se rappeler au souvenir de ceux qui sont là, ou qui vise encore à vous faire renoncer à certaines réformes pertinentes que vous engagez, je pense que cela n'est pas intéressant. Mais je souhaite simplement, aucun de nous n'a le monopole de l'amour du pays. Cela va sans dire. Et je souhaite simplement que l'action des uns et des autres, que nous soyons du côté de l'exécutif ou que nous soyons du côté de l'opposition, tendent à donner de nous-mêmes, de notre pays, une image positive. Que l'opposition ne consiste pas à décrédibiliser son pays. Le dialogue politique, il est toujours là? C'est quoi le dialogue politique? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on sent une certaine réserve du chef de l'État. Je parle d'opposition et je vous parle de dialogue politique. Oui, mais le chef de l'État est-il toujours ouvert à travailler avec tout le monde? Le président Patrice Talon est le président de tous les Béninois, y compris de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et il y a des gens dans l'opposition aujourd'hui ou sur la scène socio-syndicale qui ont même travaillé à l'avènement du président et qui s'opposent, soit peut-être parce que elles sont impatientes d'être appelées, elles sont impatientes de voir venir quelques promotions. Il y a de ces cas-là. Il y a des gens qui, à l'origine, l'ont combattu et continuent de combattre parce que ne croyant pas en son action. C'est leur droit. Mais vous parlez de dialogue. Quand j'ai entendu, je sais à quoi vous faites allusion. Parce que j'ai entendu certains dire, ah mais il faut que le président nous reçoive. S'il ne nous reçoit pas, nous irons le déloger de la marina. Ceux qui veulent rencontrer le chef de l'État, M. Otonji, ils connaissent comment fonctionne l'administration. Ils connaissent où travaille le chef de l'État, n'est-ce pas? Mais suggérons-leur d'adresser une demande d'audience au chef de l'État qui, dès que son agenda le permettra, les rencontrera. Mais vous ne vous adressez pas à un chef d'État en restant dans la rue pour dire, monsieur, vous devez nous recevoir. Écrivez, faites la démarche, et dès que l'agenda le permet, je suis persuadé que le président Talon aura du plaisir à recevoir ses opposants, ses détracteurs, et à discuter avec eux. Troisième question à laquelle je voudrais une réponse succincte et rapide de votre part. La gestion du programme d'action du gouvernement, le travail autour, comment ça se fait sur le terrain? Quel est le premier bilan qu'on peut faire tout de suite?
Et on en a parlé un peu tout à l'heure, mais l'assurance que je peux vous donner, c'est que dans les tout prochains mois, vous verrez se déployer les plus grands projets dont les études, pour la plupart, ont été finalisées ou sont en cours de l'être. Et vous verrez bien que le pays sera davantage en chantier. On le sent aujourd'hui sur le plan des infrastructures, notamment les routes. Quand on parcourt le pays, on a lancé un certain nombre de chantiers. Sur l'ensemble, c'est pas encore forcément bien visible, mais l'ensemble du quinquennat, il était prévu à peu près 1600 km de routes abitumées ou à réhabiliter. En 18 mois, on a engagé pour à peu près 500, un peu plus kilomètres. Si vous faites le ratio, un tiers, nous sommes dans la bonne dynamique. Et les autres projets, j'ai dit, dans le domaine de l'énergie. Vous avez assisté récemment à la remise de chantier à un opérateur pour la construction d'une centrale, 120 MW. D'autres vont suivre. Sur l'ensemble du quinquennat, on a envisagé 500 MW à peu près. J'ai eu l'occasion de vous dire il y a quelques mois que en 10-11 mois, les préalables ont été levés. Il reste maintenant pour les autres centrales à construire à finaliser les accords, que les sites soient remis pour que les travaux commencent. Et les autres grands domaines, on en a parlé, tourisme, vous verrez, asphaltage, c'est très bientôt. Et vous avez commencé à avoir des prémices dans Cotonou, le projet des marchés, le projet des cités administratives, cités ministérielles, cités administratives départementales, cités administratives tout court, vous verrez très bien que le pays sera davantage en chantier. Et à partir de là, comme aurait dit l'autre, les sourds entendront, les aveugles verront et les muets parleront même. Vous êtes mieux placé pour le dire. Moi, pour ce que je vois faire, et j'ai vu comme on a creusé profond, j'ai vu la fondation se faire monter, je l'ai vu monter, et vous verrez maintenant quand le bâtiment va dépasser ce niveau et se faire de plus en plus visible, vous serez sans doute au rendez-vous pour apprécier à la fin, et je reste persuadé que comme vous, la plupart de nos compatriotes apprécieront les résultats et se rendront compte que le président Talon est un homme d'ambition, un homme de rigueur. Et en la matière, il ne fait pas de détails. Que vous soyez son ami, que vous soyez son parent. Et des anecdotes existent, on n'a plus le temps, autrement je vous en aurais raconté. Que vous soyez son parent, que vous soyez son ami. Il vous fait à la mesure de votre mérite. Vous méritez d'être applaudi, d'être félicité, il le fera. Vous méritez d'être sanctionné, c'est sans état d'âme. Nous apprécierons tous, et je crois qu'il avait déjà tout indiqué. Au départ. Ça a échappé, au départ. Et il a rappelé, la dernière fois, Paris l'a dit, quand mes soutiens m'appelaient Agbono, celui qui en a, je leur ai dit non. Installez-moi, laissez-moi faire 1, 2, 3, 4 ans, et puis vous verrez vous-même si je suis Agbono ou pas. Moi, j'ai l'assurance que les préalables ont été réalisés, que les jalons ont été posés et que le reste du temps, ce sera pour voir les résultats. Et je vous permets maintenant, après cette note d'espoir, de dire votre conclusion. S'il faut conclure, je demanderai humblement à nos compatriotes dont on ne peut pas nier qu'ils ont souffert et qu'ils souffrent même peut-être encore de la rigueur imprimée à l'action du gouvernement. Je leur demanderai de considérer que c'est un mal pour un bien. Parce que cette douleur est passagère. C'est exactement comme quand nous souffrons et qu'on doit nous administrer des soins. Nous n'aimons pas trop et nous ne nous y prêtons pas de bonne grâce. Mais dès que nous avons accepté ces soins et que nous nous sentons mieux après, nous oublions ces moments-là. Je reste convaincu que dans pas longtemps, nous parlerons au passé, mais vraiment au passé, en oubliant même la douleur qu'elle aura générée de cette rigueur, parce que c'est le seul chemin. C'est ce que je synthétisais la dernière fois en disant que ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin.
le chemin du sérieux, le chemin de la prospérité, le chemin de la réussite, il est pasemé d'embûches. Il est difficile. Nulle part au monde, la facilité n'a conduit à des résultats probants, à des résultats durables. Et c'est pour ça que nous n'avons pas été dans le social débonnaire, dans le social populiste. On fait du social structurel pour que, à terme, la vie de nos compatriotes soit impactée et que nous vivions tous mieux. C'est l'ambition ultime du gouvernement. Wilfried Léandre Moumbedji, merci d'être passé sur cette émission, Ma Part de Vérité. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication à la présidence de la République. Au plaisir de vous recevoir une autre fois pour d'autres clarifications, pour d'autres apports à l'éclairage des Béninois. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. C'était Ma Part de Vérité. Le rendez-vous, on le prend pour une autre fois. Nous avions parlé de la marche du Bénin. Bon dimanche et à bientôt.